correction du brevet de mathématiques des centres étrangers du 15 juin 2021. Premier exercice. Donc c'est un exercice sur 24 points. Donc 24 points sur 100, ça fait pratiquement le quart de la note. Dans cet exercice, chaque question est indépendante, aucune justification n'est demandée. Donc moi, les justifications, je vais les faire dans la correction, mais il faut ici simplement donner la réponse. Décomposer 360 en produits de facteurs premiers. Alors je vous rappelle que vous pouvez le faire à la calculatrice. Et donc moi je vais le refaire à la main, je vous montrerai après à la calculatrice. Exercice 1. Alors la décomposition en produits de facteurs premiers, c'est je pars du nombre et je vais le décomposer avec, en prenant en compte la liste des nombres premiers du plus petit au plus grand. Donc c'est important de bien les connaître. Je vous rappelle qu'au programme, vous êtes censé les connaître tous les nombres premiers jusqu'à 50. Voire 100. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on utilise les nombres premiers au-delà. Alors, le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Est-ce que 360 est dans la table de 2? Oui, c'est 2 fois 180, donc on écrit le 180 à gauche. Et on recommence. Est-ce que 180 est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 90. Est-ce que 90 est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 45. Est-ce que 45 est divisible par 2? Non. Donc, on passe au nombre premier suivant, donc 3. 45 divisé par 3, on obtient 15. Est-ce que 15 est encore divisible par 3? Oui, c'est 3 fois 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non, il est divisible par 5, qui est bien un nombre premier, et c'est 5 fois 1. Quand on arrive à 1, la décomposition est terminée. Donc au final, 360 égale, donc la décomposition, ici on a tous les facteurs premiers. Il suffit de les multiplier, donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Alors ça, c'est quand on utilise tous les facteurs, bien entendu. Et puis on a la notation avec les exposants. Donc 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube. 3, il y en a 2, donc c'est 3 au carré, et fois 5. Voici la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc on s'attend à ce que vous répondiez juste ça. Alors au niveau de la calculatrice, si vous utilisez donc la calculatrice Casio, donc on tape 360 égale, et ensuite vous avez décomp ici qui est en jaune. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Donc si c'est écrit en jaune, on appuie sur seconde d'abord, ensuite la touche décompte et on a la décomposition en produits de facteurs premiers. Hop là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc on obtient bien 2 au cube fois 3 au carré fois 5, c'est ce qu'on avait. Donc il faut bien les mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand. 2. Donc là on me dit, à partir du triangle, donc là on a une figure, à partir du triangle BEJ, rectangle isocèle en J, donc BEJ il est là, rectangle isocèle on est là. Donc ça veut dire qu'on a un angle droit ici et deux côtés de même longueur. On a obtenu le pavage de la figure ci-contre, donc on a ce même triangle qui a été répété plein de fois en utilisant les différentes transformations. On me dit quelle est l'image du triangle BEJ par la symétrie d'axe BD. Donc l'axe BD, il est ici, hein, d'accord? Donc je vous rappelle que pour avoir deux points symétriques par rapport à une droite, il faut que cette droite soit la médiatrice du segment formé par le point et son image. Alors ici, on va regarder le symétrique de chaque point et on aura le symétrique du triangle BEJ. Alors B, il est sur l'axe BD, donc son image est lui-même, donc il ne bouge pas. Le point E, son symétrique, ça sera le point F, puisque ici on a bien un angle droit et on reporte les longueurs. On me dit que c'est que des triangles rectangles isocèles. Ensuite, on a le point J, mais le point J, il est aussi sur l'axe, donc son image est lui-même. Donc au final, l'image de B, c'est B, l'image de J, c'est J, et l'image de E, c'est F. Donc on obtient le triangle BFJ. Donc on écrit par la symétrie d'axe BD, l'image de BEJ est BFJ. Petit b.
Alors, on recommence. On veut l'image du triangle AMH par la translation qui transforme E en B. Donc, la transformation qui transforme E à B. Donc, voilà. Donc, c'est par rapport à ce vecteur-là. Donc, pareil, on va regarder l'image de chaque point. Donc, le point A, si je me déplace par rapport à ce vecteur, il va arriver en E. Ensuite, le point M, il va arriver en F. Et le point H, ici, il va arriver en M. Donc, au final, donc A, M, H, on va obtenir E, F et M. Donc, pour vous le retenir, hein, moi, je vous conseille de le faire ça sur votre brouillon. Donc, bien mettre M, c'est F et H, c'est M. On obtient EFH. Alors, par la translation qui transforme E en B, l'image de AMH est EFH de C. On revient toujours à notre figure. Par quelle transformation passe-t-on du triangle AIH, donc on regarde, AIH, au triangle AMD. Donc A, le I en M, I en M et le H en D. Donc si je regarde bien, AIH c'est ce triangle-là et AMD c'est celui-là. Donc déjà on voit qu'il n'y a pas conservation des longueurs puisque le triangle AMD il est 2 fois plus grand puisqu'ici on a la même taille. Donc si le triangle est agrandi, c'est que la transformation c'est forcément une homothétie. Donc le rapport de l'homothétie c'est 2 puisque le triangle est 2 fois plus grand. Et comme le point est invariant, c'est l'homothétie de centre A. Donc on passe. Du triangle AIH au triangle AMD par l'homothétie. Donc quand on vous demande de nommer une transformation, il faut préciser tous ces éléments caractéristiques. Donc une symétrie axiale, il faut préciser par quel axe, donc une droite. Si vous parlez de symétrie centrale, il faut préciser le centre. Si on parle d'une transformation, d'une translation, il faut préciser quel point se transforme en quel autre, puisque la notion de vecteur n'est pas au programme en 3e. Si vous parlez de rotation, donc c'est la plus complexe, il vous faut un centre, un angle et un sens, donc horaire ou anti-horaire. Et donc pour l'homothétie, il me faut préciser donc le centre de l'homothétie et le rapport. Donc ici, on est de centre A et de rapport 2. On passe à la 3e question. Donc c'est une question calculatoire, c'est pas souvent que ça tombe au brevet. Donc vous avez un calcul de fraction. Donc il est bien précisé pour cette question qu'il faut détailler les étapes. Donc au début c'était marqué aucune justification n'est demandée. Et là on vous demande de détailler les étapes puisque c'est pas la calculatrice qui est évaluée mais vous. Donc on veut toutes les étapes de calcul. On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible, ça veut dire que la fraction doit être simplifiée au maximum. Alors ici, comme on ne va pas le faire en une seule étape, puisqu'on me demande de bien détailler, je vais donner un nom à ma fraction, enfin à mon calcul. Donc 7 demi plus 15 sixièmes fois 7 25e. Alors je vous rappelle que le trait de fraction doit être sur la ligne d'écriture, donc il n'est pas au-dessous. Donc on n'écrit pas les nombres sur la ligne, mais ils sont légèrement au-dessus parce que c'est les traits de fraction qui doivent être sur la ligne d'écriture pour être en face du égal. Donc il faut vous appliquer dans la différente écriture. Alors pour faire ce calcul, je vois qu'il y a un plus et un fois, donc c'est le produit qui est prioritaire. Donc je garde le 7 demi plus. Ensuite j'applique la règle pour multiplier des fractions. Je dois multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et j'essaye de décomposer pour pouvoir simplifier.
s'il y a des nombres qui vont ensemble. Donc ici, je vois dans le 15, il y a un facteur 3 et 5. Dans 6, il y a le facteur 3. Dans 25, il y a le facteur 5. Donc je vais tout décomposer pour pouvoir simplifier. Donc au numérateur, j'ai 15, donc 5 fois 3 et le 7 qui ne se décompose pas. Au dénominateur, le 6, je le décompose en 3 fois 2 et le 25 en 5 fois 5. Maintenant, je peux simplifier et barrer donc tous les facteurs en commun en haut et en bas. Donc j'ai un 5 et un 3. Je regarde ce qui me reste. Donc au numérateur, il me reste 7 et en bas, 2 fois 5, 10. Alors, j'ai une addition de deux fractions. Donc, pour pouvoir les additionner, il va falloir les réduire au même dénominateur. Donc, c'est la règle sur les fractions. Quel est le dénominateur commun avec 2 et 10? Ben, c'est 10. Donc, ça, là, je n'y touche pas. Et là, je réfléchis. Comment je passe de 2 à 10 au dénominateur? Ben, je multiplie le 2 par 5. Si je multiplie par 5 en bas, il faut que je multiplie par 5 en haut. 7 fois 5, 35. Il ne me reste plus qu'à ajouter. Donc le dénominateur commun, on le garde. Et j'ajoute les numérateurs, 35 plus 7. Donc on obtient 42. Alors ça, c'est pas une fraction irréductible puisqu'on peut encore le simplifier. Alors ici, elle se simplifie uniquement par 2. Donc je vais le faire ici. Voilà. Et on obtient 21 cinquièmes. Alors on peut vérifier à la calculatrice si elle est réglée en mode maths. En tapant, donc 7 demi plus 15 sixièmes fois 7 sur 25. Ça me donne bien le 21 cinquième. Voilà. Et donc, c'est bien la fraction irréductible. Donc, pensez bien à vérifier à la calculatrice. C'est au centre ça gagné. Et puis, c'est rassurant pour la confiance si vous vous rendez compte que vous avez obtenu la même chose. Question 4. Alors, on me dit... Pour cette question, on indiquera sur la copie l'unique bonne réponse. Sachant que le diamètre de la Lune est d'environ 3474 km, la valeur qui approche le mieux son volume est... Donc là, on va calculer simplement le volume de la Lune. Donc on assimile la Lune à une boule. Donc c'est rare, mais ici, vous voyez, on ne vous redonne pas le volume de la boule. Donc ce sont, comme toutes les formules de périmètre d'air et de volume, elles sont à connaître par cœur. Donc, on va calculer le volume de la Lune, qui est celui de la boule. La formule, c'est 4 tiers de pi r au cube. On remplace 4 tiers, le pi, et le rayon, ben, il faut là que je ne me trompe pas. On me donnait dans l'énoncé que le diamètre. Donc, il faut que je calcule le rayon. Le rayon, je vous rappelle, c'est la moitié du diamètre. Donc, je divise 3474 par 2. On obtient 1737 km. Donc ça, c'est le rayon de la boule. Donc ici, je remplace donc fois 1737 au cube. Il me reste plus qu'à taper. Donc on me demande une valeur approchée. Donc je vais directement taper. Donc au numérateur, j'ai le 4. Ensuite, j'ai le pi. Donc on utilise bien la touche pi de la calculatrice. Fois 1737. Donc la touche cube, vous l'avez là sur la calculatrice. Ensuite, on divise par 3 du 4 tiers et on obtient ça. Environ 2,195 fois 10 exposant 10. Donc ici, il faut que j'arrondisse. Donc la valeur qui se rapproche le plus, c'est 2,2 fois 10 exposant 10 km. Donc ça, c'est une valeur du tableau. J'ai tout décalé, je ne sais pas pourquoi. On obtient des kilomètres cubes, bien entendu. Donc on répond. La valeur, je vous rappelle qu'il ne voulait que la réponse, qui approche, donc avec la phrase réponse, que vous devez faire sur votre copie, qui approche le mieux le volume de la Lune, est 2,2 fois 10 exposant 10 km3.
Je vous rappelle que le kilomètre, c'est un cas minuscule. Alors moi, je l'écris comme sur l'ordinateur, comme l'écriture. Hein. Vous avez intérêt à l'écrire comme ça et pas un cas majuscule. Donc, soignez les différentes écritures. On passe à la question 5. Alors, on me dit, on considère un triangle RST. Rectangle en S, complétez le tableau donné en annexe à rendre avec la copie. On arrondira les valeurs des angles à l'unité. Donc là, c'est des questions qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'étapes. Alors, je vais tout rédiger. Mais vous, on vous demande simplement la réponse finale. Alors, d'abord, je vois qu'on a un triangle RST. Voilà. Qui est rectangle en S. Alors, je vais sur la page annexe. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, j'ai toutes les longueurs que j'ai besoin. Je l'ai rajouté sur la figure. Donc l'angle en S est droit, c'est normal, ça fait 90 degrés. On me dit qu'il est rectangle en S. RS, 10 mm. Ensuite, TR ou RT, c'est 26 mm, donc c'est l'hypoténuse. Et ST, 24 mm. Hop là. Alors, on me demande de calculer des angles, le périmètre et l'air. Alors, je vais commencer par calculer l'angle. Alors, si je veux l'angle en T, donc ici, je vais appliquer les formules trigonométriques. Alors, on est dans le cas où on est dans un triangle rectangle et je connais toutes les longueurs. Donc, je peux utiliser n'importe quelle formule trigonométrique. Alors, je vous rappelle, la formule magique, c'est SOHCAHTOA ou casse-toi. Donc, les élèves préfèrent casse-toi pour retenir. Donc, l'angle, si je veux une mesure de l'angle T, l'angle opposé, le côté opposé, pardon, c'est SR. L'hypoténuse, côté opposé à l'angle droit, donc c'est TR. Et le côté adjacent, c'est lui. Alors, comme je connais tout, on fait ce qu'on veut. Donc ici, je vais choisir de vous faire le cosinus, mais on pourrait faire le sinus ou la tangente, la méthode est la même. Donc si je veux utiliser le cosinus, je vais utiliser A et H. Donc je les entoure, voilà, et je vais entourer la formule. Alors, on sait que... Donc pour appliquer la trigonométrie, c'est uniquement dans le triangle rectangle. Donc je dois savoir deux choses. Un, dans quelle figure je me place, et deux, les mesures que j'ai besoin. Donc on sait que RST est rectangle, et on dit où? Ici, les rectangles en S. Deuxième chose, les mesures que je connais. Donc je ne vais pas les mettre toutes ici, puisque je vais utiliser que le A et le H. Je vous rappelle qu'une rédaction efficace, c'est une rédaction où il y a tout ce qu'il faut, mais pas trop. Ça ne sert à rien de tout remettre. Donc, on a besoin de ST et TR, qui fait 26 mm. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un mode logique. Donc, parce que j'ai un triangle rectangle, j'ai le droit d'appliquer une formule trigonométrique. On a dit que c'était K, donc c'est la formule du cosinus. Cosinus de quoi? De l'angle. L'angle que je veux, c'est lui. Donc, c'est STR. Comment je fais pour avoir le cosinus? J'utilise la formule magique, justement. K, donc c'est le A en haut et le H en bas. Le A, c'est la longueur ST. Le H, c'est la longueur TR. Je remplace par les mesures. Donc, cosinus, l'angle, c'est celui que je cherche. ST, 24. TR, 26. Alors, je pourrais simplifier le quotient, mais ça ne me sert à rien. Alors, maintenant, je vais vous donner ce qu'il faut taper. On va inverser le cosinus, en fait. On va obtenir une valeur approchée. Alors, à la calculatrice, donc le cosinus, il est là. Inverser le cosinus, ça veut dire qu'on va prendre l'arc cosinus, vous voyez, qui est écrit en jaune. Donc, j'appuie d'abord sur seconde. Ensuite, j'appuie sur la touche cosinus, ça va s'afficher arc cos. Sur certains modèles, ça met cos moins 1 aussi. Donc, ça m'a ouvert une parenthèse. Dans la parenthèse, je dois écrire de quoi? Donc là, on a 24 divisé par 26. Alors, je peux l'écrire en fraction ou en division. On fait comme on veut. Voici la mesure de l'angle. Donc, avec la précision de votre calculatrice. 22 et quelques. Donc, normalement, si on doit rédiger, j'écris plein de chiffres après la virgule. Alors, pas plein. Je vous rappelle que si vous recopiez tous les chiffres de votre calculatrice, ce n'est pas la valeur exacte.
la valeur exacte, c'est l'arc cosinus de 24 divisé par 26. Votre calculatrice est limitée à 10 chiffres significatifs, ça ne veut pas dire qu'il y en a 10. Donc c'est toujours une valeur approchée, donc bien faire attention. Alors ici, on me demande d'arrondir tous les angles au degré. Donc degré, ça veut dire à l'unité. Ici, j'entoure le chiffre qui suit, c'est un 6, donc j'arrondis au-dessus. On va dire que c'est environ 23 degrés au degré près. Donc dans mon tableau, je pourrais compléter. Alors ensuite, on me demande une mesure de l'angle R, Donc soit je refais de la trigonométrie ici, ou là pareil, j'aurai encore les 3 formules trigonométriques possibles. Soit j'utilise la somme des mesures des angles dans le triangle. Alors comme j'ai rappelé la trigonométrie ici, je vais faire plutôt la deuxième méthode pour l'autre. Surtout que comme on ne vous demande pas de rédiger, c'est beaucoup plus facile dans sa tête de faire simplement une soustraction que d'utiliser la trigonométrie. Mais les deux sont justes. Alors, donc là je rédige tout, hein, je vous rappelle qu'eux, ils voulaient que la réponse. Alors, on se place dans le triangle STR. On va utiliser la somme des mesures des angles dans un triangle. Donc, j'ai besoin de dire que dans quel triangle je me place. Donc, je vais me placer dans STR. De toute façon, j'en ai qu'un. Ensuite, les mesures que je connais. Je sais que l'angle RST, c'est 90 degrés, puisqu'on a un triangle rectangle. Et je connais STR, qui fait environ 23 degrés. La propriété, elle me dit que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Ça, c'est une propriété de 6e, 5e. Hein. La somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Je l'écris en mathématiques. Donc, ça signifie que l'angle RST, donc c'est l'angle en S, plus l'angle TSTR, plus l'angle que je cherche, c'est SRT, ça fait 180 degrés. Attention, je vérifie que les 3 sommets ici sont bien les 3 sommets du triangle et que je n'ai pas appelé le même angle 2 fois différemment. Donc là, j'ai bien le sommet S, T et R, j'ai bien tous les 3 mesures d'angle. Je remplace donc par les 2 que j'ai écrits juste au-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on les écrit, c'est pour éviter de revenir à l'énoncé. Alors, ça ne sera pas égal, ça sera environ, hein, mais... J'ajoute les 2 mesures d'angle ici, donc on obtient 113 degrés. Le 113, je le bascule de l'autre côté, ça devient une soustraction. 180 degrés moins 113 degrés. Alors, de 3 pour aller à 10, il manque 7. Donc là, je suis à 120. De 120 pour aller à 180, il manque 60. Donc ça fait environ 67 degrés. Donc c'est qu'environ, puisqu'on a utilisé une valeur approchée pour la trouver. Je rappelle qu'on aurait pu faire la trigonométrie, il aurait fallu refaire la figure, puisqu'ici j'ai repéré l'angle T, il aurait fallu faire la figure avec l'angle R. Alors, au niveau des mesures, donc qu'on a trouvé, on a trouvé 23 degrés, et ici on a trouvé 67. Maintenant, on me demande le périmètre et l'air. Donc ça, c'est juste des formules. Alors, pour calculer un périmètre, donc c'est un P cursif. Le périmètre de quoi? Du triangle RST. Donc, je vous rappelle que le périmètre, c'est la longueur du tour d'une figure. Donc, dans un triangle, eh ben, j'ajoute les 3 côtés. Donc, on a RS plus RT plus ST. Je remplace par les mesures. Donc, j'ai 10 plus 24. Non, RT, c'est 26 et l'autre, c'est 24. Et j'ajoute. Alors, 26 et 24, ça fait 50, plus 10, ça fera 60. 60 quoi? 60 mm, puisque les mesures étaient en millimètres. Donc, le périmètre a la même unité que les longueurs. Donc là, je complète 60 mm. Maintenant, je passe à l'air.
Donc c'est pareil, c'est un récursif. Donc la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, je regarde ma figure. Donc la petite figure à main levée, elle est là. Alors, il y a une caractéristique, c'est pas un triangle quelconque, il est rectangle. Donc je vous rappelle que dans un triangle, il y a 3 hauteurs. Et donc, du coup, il y a 3 bases associées. Que la base, c'est pas forcément le côté horizontal dans un triangle. Alors ici, comme il est rectangle, on peut prendre les deux côtés adjacents à l'angle droit. Donc on peut considérer que ST c'est la hauteur et SR c'est la base. Donc j'ai dit ST fois SR. Et je divise par 2. ST donc c'est 24. SR c'est 10. Et je divise par 2. Donc 24 divisé par fois 10 ça fait 240. La moitié ça fait 120. Attention à l'unité par contre. On a l'air d'un triangle, les longueurs sont en millimètres. Je vais obtenir des millimètres carrés. Voilà. Donc on a fini le premier exercice. Donc sur 24 points.